qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient nos vies. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne seul dehors. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Casse-Muraille, sur Prune, comme tous les vendredis à 18h. Donc Casse-Muraille, c'est une émission de radio contre toutes les prisons. On dénonce les politiques de répression et d'enfermement du pouvoir, qui sont souvent quand même dirigées vers les personnes les plus en difficulté, alors que les gens qui sont proches du pouvoir échappent à leurs propres mesures. Et oui, et puis dans Casse-Muraille, on aime bien parler des luttes de l'intérieur, puisque évidemment, si nous on est contre toutes les prisons, les personnes qui la vivent directement ont bien conscience de comment l'administration pénitentiaire se comporte mal avec les prisonniers, les prisonnières et leurs proches. Et donc aujourd'hui, on va faire une émission pleine de récits de lutte. Et ça fait chier parce que les gens y prennent cher, mais ça fait plaisir quand même de voir que il se passe des choses. Et donc aujourd'hui, il y a Clara qui est avec nous, qui vient de parler. Et oui, bonjour. Il y a Chat. Bonjour. Et il y a Nasser qui a la technique. Bonjour. Et moi-même, c'est Gaël. Salut Gaël. Salut. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et pour commencer l'émission, on vous propose d'écouter un petit montage qu'on a fait en réponse à une sollicitation de Prune qui a voulu faire une grille spéciale le 10 mai pour la journée de commémoration de l'abolition de la traite atlantique. Et donc, on vous laisse écouter. Salut, c'est Casse-Muraille. Nous, on est une émission contre les prisons sur Prune. On nous a proposé de contribuer à cette journée commémorative de la traite atlantique et de l'esclavage. Le lien entre société esclavagiste et société carcérale a été largement démontré aux États-Unis d'Amérique, mais il est moins documenté en France. Pourtant, quand on regarde qui et comment la France enferme, et notamment la surreprésentation des personnes descendantes d'esclaves ou descendantes des anciennes colonies en prison, il nous paraît évident que la prison permet à l'État français de poursuivre la répression coloniale qu'il a toujours animée et d'exprimer le racisme qui en découle. On a proposé à Fabrice Borromé de participer. C'est un prisonnier guadeloupéen déporté et emprisonné en France métropolitaine par l'administration pénitentiaire et qui lutte depuis pour retourner dans son pays et le paye par des condamnations à rallonge. On est en correspondance avec lui depuis des années. Voici sa contribution. Avant de passer à la lecture de la lettre, on voulait vous prévenir que cette lettre décrit de manière assez crue des violences racistes. Le 28 avril 2026 à Condé-sur-Sarthe. Pour le 10 mai, tu sais, ça fait 15 ans que je suis en prison en France, ma famille au parloir, mon frère, et 14 ans que je suis en isolement et coupée du monde et que j'ai subi beaucoup d'humiliations et le racisme. Sale nègre et macaque, et de rajouter « monte dans ton cocotier » et des cris de singe. Et même les repas servis par une trappe avec une pelle à pizza
Et quand j'avançais pour prendre le repas, on le jetait au sol en me disant « Sale chien de nègre, lèche le sol ». Et qu'on m'a balancé 2 grenades dans une douche, ce qui m'a rendue handicapée, et que je suis en procédure pour cela depuis le 3 décembre 2025, après presque 9 ans de douleur et de stress et de souffrance, et que je suis malade à cause de tout ça. Tout ça parce que je veux rentrer chez moi en Guadeloupe et revoir les miens et mourir en paix. Voilà ma situation depuis que je suis en prison en France. Mais grâce à Dieu, je tiens le coup et je garde espoir que le soleil brillera pour moi les amis. Et prenez soin de vous et de vos proches. 971 Guada, l'ami papillon. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Oui, si vous nous écoutez régulièrement, vous avez sans doute déjà entendu parler de Fabrice Boromé qui du coup subit le fait d'être éloigné de la Guadeloupe et incarcéré en France métropolitaine. Du coup, on a déjà parlé à plusieurs reprises de ça, mais c'est vrai que c'est toujours, ça nous fait toujours mal au cœur d'entendre les nouvelles un peu de ce qu'il subit. Oui, et puis du coup, Fabrice, là, on l'a sollicité en lui proposant donc de nous écrire une lettre spécialement pour cette journée. Et donc c'est sa réponse que vous venez d'entendre, où finalement, en fait, il n'a pas besoin de développer des grandes théories pour expliquer en quoi la prison fait toujours subir des violences racistes aux Guadeloupéens et Guadeloupéennes et aux autres personnes qui vivent dans les départements décolonisés d'outre-mer. Oui, voilà, en fait, il raconte sa vie et c'est crûment parlant, quoi, pour expliquer tout ça. Comme d'hab, on lui souhaite qu'un jour, il retournera en Guadeloupe et qu'il pourra trouver de la paix là-bas. Carrément. Et plein de force à lui. La paix et de la liberté. Ouais, grave. Et sinon, aujourd'hui, on voulait, pour la suite de l'émission, raconter une révolte collective qu'il y a eu il y a quelques jours à la prison de Saint-Maur. Ouais, c'est une info qu'on a lue cette semaine. En fait, dimanche dernier, donc le 10 mai, il y a eu une mutinerie à la maison centrale de Saint-Maur. En fait, il y a des prisonniers qui ont fait des départs d'incendie dans la cour de promenade. Et ils ont aussi jeté des pierres, notamment sur une caméra de surveillance. Ils étaient 18 ou 19 dans la cour au moment où ça s'est passé, mais il n'y en a que 5 qui ont été un peu retenus comme étant les instigateurs du mouvement, quoi, et qui ont été reconnus notamment sur les vidéos de surveillance, et qui donc ont été en garde à vue le soir même et le lendemain. Sur les 5, il y en a un qui est passé en comparution immédiate. Enfin, ils sont tous passés en comparution immédiate, mais il y en a un qui a accepté. Et les autres, ils ont demandé un report qui a été accepté. Et celui qui est passé en comparution immédiate, il est ressorti avec 2 ans de prison ferme. Donc, c'est quand même pas rien. Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis sur ça un peu tous les jours pour dire un peu ce qu'ils en savaient au fil de l'eau. Et dans un des articles, il cite le proc qui assure, je cite, qu'il ne s'agit surtout pas de revendications de fond sur les conditions de détention parce qu'ils sont en maison centrale et qu'il n'y a pas de surpopulation. Donc voilà, ça ne peut pas être lié à ça. Bah oui. Évidemment. Et pourtant, les prisonniers, ils ont écrit sur les murs de la tôle, notamment pas de réinsertion, trop de répression, pas de boulot et loin de notre famille. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les conditions de détention, évidemment. Et donc, en plus, pendant les comparutions qu'ils ont eues donc le lendemain, ils ont quand même déclaré que c'était en lien avec les conditions, et notamment des demandes qu'ils ont faites qui ont été refusées. Comme par exemple des demandes de permission ou de transfert dans des prisons plus proches de leur famille. Et ils ont aussi parlé de solidarité entre eux, quoi. Donc on voit vraiment que c'est un mouvement collectif de
de révolte qui est pensée comme collectif, quoi. Et ils mettent en avant le fait que, en fait, ils essayent de se faire entendre comme ils peuvent et que quand ils envoient des lettres pour obtenir des choses, ils ont juste pas de réponse, quoi. Donc en fait, c'est un peu gonflé de dire que c'est absolument pas un mouvement collectif de solidarité, alors que les prisonniers, ils se rendent bien compte qu'ils sont obligés de faire des mouvements collectifs pour avoir un tant soit peu de poids face à la paix, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il me semble avoir lu aussi que dans leurs revendications, enfin leur demande, c'était de rencontrer la directrice de la tôle. Donc, ça veut dire que jusqu'ici, ils n'ont pas réussi à la rencontrer pour lui parler de ce qui ne va pas. Oui, carrément. Et en plus, quand même, la prison, la centrale de Saint-Maur, du coup, en centrale, les gens ils purgent des grosses peines. Et la centrale de Saint-Maur, c'est la centrale qui est connue pour avoir un des plus grands quartiers d'isolement de France, où il y a 25 cellules d'isolement. Et moi, je tiens à profiter de rappeler aussi les conseils d'anti-répression. Là, souvent, les collectifs qui luttent contre la répression, qui donnent des conseils juridiques, et les avocats, ils déconseillent quand même beaucoup d'accepter la comparution immédiate. Et moi, j'aurais envie de rajouter, surtout dans un cas comme celui-là, parce que à d'autres moments, les gens, ils acceptent la comparution immédiate de peur d'aller en détention préventive. Mais en fait, si vous êtes déjà en prison, je pense que vous avez vraiment tout intérêt à demander un report pour préparer votre défense. La défense, ça peut être que mieux préparé. Ça permet d'avoir accès aux éléments du dossier. Quand on passe en comparution immédiate, on n'a pas le temps d'avoir accès aux éléments du dossier. Donc moi, je dis moi, mais en fait, je me fais le relais aussi des collectifs qui bossent un peu sur la question. Enfin, je conseille vraiment de demander des reports et de ne pas accepter les comparutions immédiates. Carrément. Et petite précision, donc pour arrêter la révolte, en termes de répression, donc ils ont envoyé les hérisses de la DISP de Dijon et de Paris. Donc il y avait quand même les hérisses de 2 DISP sur leur dos. Oui. Ce qui n'est pas rien. Oui, carrément. Et il y a eu des... Enfin, il y a des prisonniers qui ont dû être sortis de leur cellule à cause de la fumée des incendies. Donc il y a eu pas mal de prisonniers qui ont été placés dans le gymnase, en fait, pour aussi recevoir des soins s'ils en avaient besoin. Et la chef des pompiers qui est intervenue sur place disait qu'ils ne pouvaient pas avoir accès direct aux prisonniers pour pouvoir leur procurer, en tout cas, si ce n'est des soins, au moins leur faire des examens, et qu'ils ont dû faire ça à travers des grilles, ce qui est hyper déshumanisant. En plus, j'imagine d'être pas du tout pratique pour effectuer les soins nécessaires, quoi. Donc, voilà. Oui. Et on espère que que les retombées de la répression vont pas être trop compliquées pour les mutins, et que la paix va aussi les entendre, quoi, que ça va faire avancer la possibilité d'obtenir des améliorations des conditions au QI de Saint-Maur. Ouais, je crois que c'est début juillet leur comparution. Peut-être qu'il y aura des... Enfin, d'ailleurs, j'ai dit au QI, mais c'est à la centrale en général. Je sais pas si c'est parti du QI. J'imagine que non, parce que c'est un peu compliqué pour s'organiser. Je suis pas sûre. On écoute un petit son ? Oui. L'amour du risque de Mr. You, Bouleman et Saf. Je suis venu reprendre ce qu'ils nous ont pris, on ont pris toutes ces années volées, grillage aux fenêtres, c'est parce qu'on voulait, fuck la grisaille, faut que du violet, fuck l'eau fast et la BNRF. Ce qu'ils veulent c'est briser tes rêves, d'abord t'exécutes ta peine et juste après c'est l'OQTF. J'en ai roulé des necos, dans le Banks tout le monde me négo. Aujourd'hui j'ai pris de la bouteille, je fume plus cheap mais j'amorce des meugos. J'en ai roulé des necos,
Dans le Banks tout le monde me négo. Aujourd'hui j'ai pris de la bouteille, j'fume plus cheap mais j'aime des mego. J'fais un mojito, une vodka lemon, c'est mystérieux, ça fait beau les man. Les petits chez moi ils jouent pas au Pokémon. Sous Frozen ils planent comme Superman. Aux arrivants ils sont déjà chez Bran. Ils commencent guetteur et finissent gérant. C'est très très facile de partir en cause. Ce qui est difficile c'est de se gérant. Me parle pas d'amour, je ne peux pas. Amitié cachée pour des sachets. Pour faire la moula, faut barrer. Les fesses à ralenti si tu savais. Tout en noir, tout en black, à casque intégral sur un thé. Max, ça va vite pour du cash. Connais des gars qui allument pour si peu. Mec de rue, des fois on est guitariste. On connaît les risques à mort. On sort jamais un poil dehors. Mec de rue, des fois on est guitariste. On connaît les risques à mort. On sort jamais un poil dehors. LS, on fait ça pour la street. La vie d'en bas de chez moi, ça pue la weed. Dans le bâtiment, les Yankees demandent des grands mecs de rue. On connaît les risques à mort, les embrouilles à 20 contre 40. Pour la cité, on descend. Si jamais on perd, on revient. Allo, précis, je suis sur le périph'. J'arrive en pétard si je dois palper. Dis-moi qui je t'enterre. Les gavas sont déjà briefés. La money, c'est ce qu'on voulait. On recule pas quand ça vient. On prend tout quand ça vient. Mais parle pas d'amour, je ne peux pas. Amitié cachée pour des sachets. Pour faire la moula, faut barrer. Les fesses à ralenti si tu savais. Tout en noir, tout en black, à casque intégral sur un thé. Max, ça va vite pour du cash. Connais des gars qui allument pour si peu. Mec de rue, des fois on est guitariste. On connaît les risques à mort. On sort jamais un poil dehors. Mec de rue, des fois on est guitariste. On connaît les risques à mort. On sort jamais un poil dehors. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de jugeotes, beaucoup de connexions. On a la même vida, c'est vrai, mais c'est pas les mêmes personnes que nous connaissons. Rarement à côté, quand je tire sur la cible, tout droit tu sais déjà. Sans pitié, on est méchant, on donne pas les raisons sur les réseaux. Je peux me lever à 10h, Léo, et mourir à minuit, Léo. C'est pas des paroles en l'air, avant tout je me mets, Léo. Je peux barrer un rapide solo, ou prendre le temps de le faire. Je peux descendre tout en bas, je viens de là-bas, je sais comment faire. Mais pas d'amour, je ne peux pas. Amitié cachée pour des sachets. Pour faire la moula, faut barrer. Les fesses à ralenti si tu savais. Tout en noir, tout en black, à casque intégral sur un thé. Max, ça va vite pour du cash. Connais des gars qui allument pour si peu. Mec de rue, des fois on est guitariste. On connaît les risques à mort. On sort jamais un poil dehors. Mec de rue, des fois on est guitariste. On connaît les risques à mort. On sort jamais un poil dehors. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Et vous êtes toujours sur Casse-Muraille, à l'écoute de Casse-Muraille sur Prune. Et on parle toujours des prisons. Ah ouais, bizarre. Et donc, on voulait, puisque c'est le thème de notre émission, raconter une autre lutte collective qui a été menée à Luynes cette fois-ci. Oui, par les prisonniers du quartier de prise en charge de la radicalisation. L'article dit qu'ils dénoncent une atteinte à leur liberté d'expression. Bon, moi je pense qu'ils dénoncent une atteinte à leurs conditions de vie. En tout cas, c'est un article du Monde qui nous raconte qu'il y a 9 prisonniers du quartier de prise en charge de la radicalisation de Luynes qui ont eu des commissions disciplinaires en début mai là. Sur les 9, il y en a 8 qui ont eu des commissions disciplinaires et ils ont eu des peines qui vont d'un avertissement jusqu'à 8 jours de mise à l'isolement, donc c'est quand même pas rien. Et ce qui leur est reproché, c'est d'avoir mené une action collective qui pourrait compromettre la sécurité de l'établissement en remettant une lettre avec des demandes à la direction de l'administration pénitentiaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en septembre 2025, ces 9 prisonniers-là, qui sont donc dans un quartier qui est plutôt séparé des autres, où ils sont en tout cas toujours ensemble et leurs activités sont ensemble, ils ont fait une liste de demandes d'amélioration de leurs conditions de détention. Et en parallèle, ils ont arrêté d'aller aux activités en signe de révolte, quoi. Et à ce moment-là, ils avaient obtenu une entrevue en fait, avec la direction de l'administration pénitentiaire qui avait accepté de
comment dire, d'accepter 6 des 9 points qu'ils demandaient, points qui ne sont pas spécifiés dans l'article, donc je ne pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. En tout cas, ils avaient accepté un certain nombre de choses qui finalement n'ont pas été mis en place depuis septembre. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'en fait ils ont réitéré leur demande collectivement, et ils avaient mandaté 3 de leurs camarades pour aller porter la lettre. Euh, et en fait, l'un des circonstances aggravantes retenues par l'administration pénitentiaire, c'est qu'ils ont reçu plusieurs fois la même lettre, ce qui prouve bien que c'était une action coordonnée et que donc c'était collectif. Et donc c'est aggravant, quoi. Oui, c'est ça, c'est que l'administration pénitentiaire, elle se méfie beaucoup des mouvements collectifs, hein, et en fait, toute la solidarité entre les prisonniers, c'est quelque chose qui est très vite réprimé. Tu parles de l'article, c'est la source, c'est un article qui est paru dans Le Monde. Oui. Du coup, il y a eu un article du Monde pour expliquer tout ça. Oui, c'est ça. Et en fait, je relisais là, ils ont quand même dit 2-3 points auxquels l'établissement s'était engagé, notamment à mettre une fenêtre ou une climatisation dans la salle de sport et de musculation, ce qui semble Sympa. plutôt opportun. La reprise d'activité au gymnase 1 ou 2 fois par mois, qui j'imagine est l'occasion de, si ce n'est une sortie, en tout cas pouvoir marcher un peu plus loin que d'habitude. Et puis avec des demandes d'assouplissement de fouilles corporelles auxquelles ils sont particulièrement soumis. Et aussi une mise en place de registres sur le passage des rondis la nuit, de manière à ce que, en fait, s'il y a des réclamations à faire, ils puissent savoir un peu qui était là au moment des réclamations. Mais bon, tout ça n'a pas été mis en place. Donc, et on peut imaginer que s'ils ont obtenu des sanctions disciplinaires plutôt qu'une nouvelle interlude avec la direction de la paix, c'est que voilà, on peut imaginer que ça ne va pas se mettre en place tout de suite, en tout cas. Ouais, carrément. Bah, c'est un peu comme à Saint-Maur-avant, quoi. Les gens, ils se bougent parce que ils ont des choses à revendiquer, et l'administration pénitentiaire, elle reste sourde et muette face à tout ça, puisque elle a la force de son côté. Donc, On verra, du coup, ils ont mandaté leur avocat pour faire des recours administratifs contre l'administration pénitentiaire, justement pour garantir leur liberté d'expression. oui. Et pour éclaircir un peu le contexte aussi, je voulais refaire une petite explication sur ce qu'étaient les QER et les QPR. Donc c'est une invention de l'administration pénitentiaire de 2016, qui était préoccupée par le fait que des prisonniers adoptent une idéologie violente en rapport avec l'islam et la propagent, et donc ça met en danger l'administration pénitentiaire. Mais enfin, c'était de toute façon toute la vibes du gouvernement à l'époque, et qui on est toujours dedans, hein, puisque l'islamophobie n'a pas cessé d'être mise en œuvre. Enfin, le gouvernement n'a pas cessé, quoi, et l'État, de mettre en œuvre des politiques islamophobes. Et du coup, QR, c'est quartier d'évaluation de la radicalisation, et QPR, quartier de prise en charge de la radicalisation. Et donc, en fait, c'est l'administration pénitentiaire qui observe les prisonniers. Donc, elle fait la différence entre, du coup, c'est son vocabulaire, hein, les prisonniers étiquetés TIS, donc terroristes islamistes. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont condamnées pour des actes de terrorisme, notamment revendiqués au nom de l'islam. Donc à l'époque, c'était Daesh et compagnie. Ou des détenus donc, que l'administration pénitentiaire dit de droit commun, mais suspectés de se radicaliser. Et donc dans ces cas-là, l'administration pénitentiaire peut les envoyer en QER, en quartier d'évaluation de la radicalisation. Et il y en a 6 en France, donc depuis 2016. Il y en a à Fresnes, à Fleury, à Osny et à Vendin. Et donc dans ces QER, les gens, en fait, ils sont scrutés de ouf. On va regarder, on va
évaluer tout ce qu'ils disent, donc quand ils ont des entretiens avec les SPIP. Il y a des binômes aussi un psychologue et un éducateur qui travaillent ensemble et qui scrutent les gens. Ils ont des entretiens avec le directeur de la tôle et aussi les matons essayent de se renseigner sur ce qu'ils se disent entre prisonniers. Donc soit des paroles qui prennent à la volée comme ça quand les gens ils se parlent de fenêtre de cellule à fenêtre de cellule ou dans la promenade, ou s'il y a un autre prisonnier qui poucave un peu ce que racontent les autres, quoi, dans ses entretiens à lui. Tout ça, c'est... Et les lettres et les conversations téléphoniques et tout ça. Et donc, ça dure, il me semble, ça peut durer jusqu'à 4 mois. Il y en a... Enfin, je sais plus, j'avais entendu... Quand on a été au procès donc, de l'attaque de Condé-sur-Sarthe l'été dernier, il y avait le directeur de l'administration pénitentiaire qui avait un peu raconté toute leur doctrine vis-à-vis de ça et qui avait donné des chiffres. Du coup, il disait qu'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire évaluait 300 prisonniers par an. Donc, c'est un peu énorme. Et du coup, donc, le but aussi, après, donc, une fois qu'ils ont fait leur petit scrutage, ils décident soit d'envoyer la personne, soit ils se disent qu'il n'y a pas de problème selon eux avec le prisonnier, ils l'envoient en détention normale. Soit ils se disent que cette personne présente d'énormes, je mets des guillemets, risques de contagion ou de prosélytisme et qu'elle est irrécupérable. Ils l'envoient en quartier d'isolement. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire sa détention en isolement, quoi. Voilà. Soit l'administration pénitentiaire a une grande crainte, mais se dit que cette personne est récupérable, et du coup, ils vont l'envoyer en quartier de prise en charge de la radicalisation, donc le quartier là, notamment à Luynes, dont sont parties les revendications. Et ce qui est ouf, c'est qu'ils font, enfin, quand on les entend parler, ils font vraiment genre qu'ils font la part des choses entre, enfin que du coup l'évaluation n'est pas islamophobe, comme ils feraient vraiment la part des choses entre quelqu'un qui a une pratique de l'islam qui leur convient en fait, et comme une personne qui aurait une pratique de l'islam qui inclurait la volonté d'un passage à l'acte violent contre l'État et ses représentants, et que c'est vraiment là-dessus qu'ils évaluent les gens. Sauf que du coup, le DAP, il avait un peu raconté leurs critères d'évaluation qui sont pas du tout en plus... Enfin, il n'y a pas des critères objectifs, donc c'est chaque évaluateur regarde un peu ce qu'il interprète de tous leurs signaux, mais ils ont quand même des grilles de signaux. Donc à la création des QER, c'était est-ce que la personne rend sa télévision, porte la barbe et retire les images subjectives, enfin du coup à caractère pornographique de sa cellule. Et donc là, ils auraient, comme ils trouvaient quand même, en 2010, ils se sont dit ouais, cette grille d'évaluation, elle est un peu archaïque. Ils ont essayé de la mettre un peu à jour, et du coup, ils ont actualisé avec des éléments des grilles d'évaluation tels que est-ce que la personne porte des éléments traditionnels? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelles sont ses lectures? Quels sont ses discours et ses propos tenus assez codés, etc. Et le comportement au sens large vis-à-vis du personnel féminin. Le souhait ou le refus de participer à telle et telle activité, ou le souhait ou le refus de participer à des activités mixtes. Donc voilà, c'est toujours méga... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est des grilles d'évaluation qui font des amalgames de ouf et qui, je vois pas ce qu'elles permettent d'évaluer ou pas, en fait. Oui, c'est un peu, ça me fait un peu penser au tri un peu les bons et les mauvais musulmans, quoi. C'est-à-dire ceux qui font ça, ça se voit pas, personne s'en rend compte, et puis ceux pour qui c'est un peu trop voyant, bah là, c'est forcément des potentiels terroristes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Avec quand même des critères hyper subjectifs où on peut mettre à peu près ce qu'on veut dedans, j'imagine. Ouais, et puis du coup, ça met vraiment la pression sur n'importe quel prisonnier musulman qui souhaiterait pratiquer sa religion. Ça met la pression de se demander
comment l'administration pénitentiaire va interpréter sa pratique de la religion et quel regard elle va avoir dessus et quelles conséquences ça peut avoir parce que l'isolement, on en a déjà assez parlé, c'est évident que c'est hardcore comme condition, mais les QPR, du coup, c'est aussi des quartiers qui se veulent complètement hermétiques au reste de la détention, où les gens sont grave isolés et où en plus ils ont vachement plus de contraintes que dans la détention normale. Bon, voilà. On essaiera de suivre un peu qu'est-ce qui se passe pour Alwyn, ça dit quoi, parce que j'ai l'impression que du coup leur avocat il est en mode il va communiquer. Oui, puis j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de lâcher l'affaire, donc force à eux, évidemment. On Mm. espère qu'ils vont obtenir ce qu'ils demandent. Carrément. On voulait faire un petit tour à Condé-sur-Sarthe? Allez. J'ai l'impression qu'on est sur un plateau et qu'on va faire des directs aux quatre coins de la France. Non, mais à Condé-sur-Sarthe, du coup, on vous en parle régulièrement depuis l'année dernière. Il y a le quartier de lutte contre la criminalité organisée qui a été ouvert par Darmanin et ses sbires. Et donc, les gens protestent, enfin les prisonniers qui y sont enfermés mènent des protestations. Apparemment, la protestation prend de l'intensité. Je me souviens plus exactement des revendications, mais comme on en parle régulièrement, c'est toujours un peu les mêmes. Et évidemment, étant donné que c'est vraiment le CQLCO, c'est des lieux de torture. Et donc quand même, là, ça a l'air d'être grave suivi dans le QLCO de Condé-sur-Sarthe. La plupart des personnes qui y sont enfermées ont l'air de participer au mouvement. Il me semble qu'ils ont rendu leur télé, leur frigo, leurs produits de cantine. Ils commencent une grève de la parole avec les surveillants-surveillantes et une grève des déplacements. Voilà, on espère qu'ils vont gagner, qu'ils vont obtenir des choses, que le directeur va les rencontrer. Une grève de la parole avec les surveillants, mais moi je pensais qu'au QLCO, ils avaient déjà pas le droit de discuter avec les surveillants. Ouais, mais peut-être qu'ils ont le droit de dire oui, non. Répondre quand les Ouais. surveillants posent des questions, ouais, peut-être c'est ça. Mm. Mais voilà, ce que je sais pas, moi j'ai envie de dire un peu chapeau parce que vu les conditions d'enfermement dans lesquelles ils se trouvent là-bas, qui sont complètement hermétiques et qui sont faites vraiment pour mater les gens, de réussir à quand même s'organiser collectivement, à trouver la force et sortir de la pression que leur met la paix pour essayer de reprendre le rapport de force et mettre la pression à leur tour, c'est chaud. Ouais. Ouais, carrément. Et il me semble que dans les trucs, il y a surtout encore des revendications, mais un peu comme. Enfin, vous avez lu les communiqués, notamment le communiqué du cartel de Vendin qui reprenait vachement ces revendications liées au fait d'être en parloir hygiaphone avec les familles, que les coups de téléphone sont. Enfin, en fait, les liens familiaux sont vraiment détruits par l'organisation de ces quartiers qui est organisée par la loi en plus, du coup que les tribunaux ne font pas tomber. Donc, il n'y a que la lutte qui va pouvoir obtenir des trucs. Et ouais, les revendications, elles tournent beaucoup autour des possibilités d'avoir des liens familiaux. Mais on vous renvoie à nos anciennes émissions pour celles et ceux qui peuvent écouter pour voir c'est comment. Et on arrive au bout de cette émission. On a déjà débordé un petit peu de notre créneau. Donc, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 07 82 98 43 59. Et vous pouvez nous contacter par courrier à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et on est content d'avoir partagé cette émission avec vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission enregistrée. Ouais, et force et courage à tout le monde à l'intérieur. Et grosse détermination à toutes celles et ceux qui se bougent en ce moment dans toutes ces sales tôles de France. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.